La présidente de l'Assemblée nationale nous reçoit dans son bureau à l'hôtel de l'Assé. Alors, Yaël Braun-Pivet, est-ce que c'est ici que vous vous réfugiez entre deux tentatives de motion de censure ? Alors c'est effectivement mon bureau que j'ai choisi de décorer de façon très sobre, loin des dorures ou de la lourdeur que l'on peut voir à l'Assemblée habituellement. Donc il est tout blanc avec des couleurs très douces, du gris, du bleu. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous réconforte particulièrement dans ce bureau ? J'ai tous mes petits gris-gris en fait, donc j'ai aussi des petits objets qui sont avec moi depuis très longtemps et le plus ancien c'est une petite poupée japonaise que mon mari m'avait offert qui bouge la tête, vous savez, quand on habitait au Japon, donc elle a au moins plus de 15 ans et elle bouge encore, donc ça me réconforte. Le jour où elle s'arrête, je pense qu'il faudra que je m'inquiète. Le soutien de ses proches, ce précieux réconfort qu'elle trouve auprès de sa famille, Yaël Braun-Pivet en a eu besoin dans l'épreuve qu'elle vient de traverser, ce jour où sa vie a basculé. Alors racontez-nous un petit peu le jour où votre vie a basculé et où vous avez appris que vous aviez un cancer du sein. Comment ça s'est passé ? C'est donc un diagnostic assez classique lors d'une mammographie, puis d'une échographie, avec une levée de doute, avec un prélèvement, une biopsie, et puis un rendez-vous tout bête chez mon gynécologue qui m'annonce qu'elle a les résultats de cette biopsie, et donc qui sont positifs, et qu'il y a un cancer qui est détecté. Et donc c'est effectivement un coup de tonnerre, parce que même si vous pouvez vous en douter, puisqu'il y a eu ces froncements de sourcils lorsque vous avez fait la mammographie, l'échographie, etc. Vous avez toujours l'espoir que finalement c'est un doute, mais qu'il a été il a été levé. Et donc il y a forcément même si vous êtes préparé à l'annonce d'une mauvaise nouvelle, ça vous tombe dessus quand même. Donc c'est un drôle de moment. Le mot cancer fait très peur. Mmh. Il fait très peur parce que tout de suite vous vous dites que c'est grave, et donc vous ne savez pas quel est le degré de gravité, donc comment vous allez vous en sortir, et puis vous pensez à la mort tout bêtement, parce que dans notre tête forcément il y a beaucoup de films qui se passent, et donc c'est d'abord et c'est, je pense que toutes les malades de cancer qui ont eu à faire face à ce diagnostic, d'abord il y a de la désespérance, une immense tristesse, vous pleurez beaucoup, ouais. Vous pleurez beaucoup, vous faites des films, beaucoup de films, comme tout le monde, vous regardez sur Google, c'est difficile parce que vous vous sentez très impuissante. Et moi qui ai l'habitude de beaucoup maîtriser ma vie, d'être aux manettes, comme on dit, ça aussi, c'est particulier de se sentir tout d'un coup impuissant. Vous l'avez annoncé comment à vos proches ? Alors, je l'ai annoncé par téléphone à mes parents et à mes enfants le soir même. Par téléphone aussi, par téléphone. Et en fait, paradoxalement, c'était amusant, amusant. On avait une grande fête familiale à la maison le soir même du diagnostic. Et donc, j'ai pu pleurer dans les bras de toute la famille qui venait à la maison. De quel soutien est-ce qu'ils ont été ? Qu'est-ce qui vous a fait le plus de bien dans cette période-là, dans ces moments-là ? D'avoir de la famille aux petits soins, très présente, pour qui tout d'un coup je suis devenue une priorité. Ça ne veut pas dire qu'on ne l'est pas avant, mais en tout cas tout le monde s'est mis au diapason pour être à mes côtés et puis pour pouvoir me soutenir et partager ces moments avec moi. Ouais, c'était important. Vos 5 enfants ont été solidaires dans l'épreuve. Comment ont-ils réagi ? Les 5 enfants ont été très solidaires, très encourageants, à guetter évidemment chaque résultat, parce que c'est un long chemin après. Et donc il y a des examens, puis des résultats qu'on attend, et donc très attentifs aux dates, aux moments importants. Et puis ils ont été très affectueux, ce qui est normal, mais je pense que pour eux aussi c'est un choc, parce que les parents forcément représentent la force. C'est nous qui prenons soin d'eux. Tout d'un coup, quand vous avez une maladie, ça se renverse et c'est vos enfants qui prennent soin de vous. C'est très touchant. Vous voyez que vous avez réussi aussi à créer cette réciprocité-là au sein de votre cellule familiale. Et donc, pour la maman que je suis, c'est très réconfortant de voir qu'ils ont eu ce soin-là et cette attention-là. Rappelez-nous leur âge.
Eh bien, à ce moment-là, on est en 2022, donc ils ont de 13 à 23 ans, 22 ans. Vous avez hésité à en parler. Vous êtes dans un milieu où il est difficile de montrer ses fragilités. Qu'est-ce qui vous a décidé à en parler et comment en avez-vous parlé autour de vous ? Alors, ce qui m'a décidé à en parler, c'est le temps qui passe. Donc le temps qui passe fait que le cancer est à présent derrière moi, même si je continue à suivre un traitement pour éviter la récidive. Mais pour moi, voilà, ces 3 ans m'ont permis vraiment de le laisser derrière moi. Et puis j'ai eu envie finalement que la femme et que la femme politique ne refasse plus qu'un. Vous savez, moi, j'essaye d'être la plus sincère possible, la plus vraie possible. Et en fait, j'en avais marre de rencontrer des femmes victimes de cancer, d'aller sur des sites associatifs ou dans des hôpitaux. J'avais l'impression de ne pas être dans le vrai. Et donc, j'avais besoin de reconnecter ces 2 femmes-là. Et donc, c'est fait maintenant. Donc, la première raison, c'est une raison assez personnelle. Ensuite, je me rends compte à quel point nous avons un chemin à accomplir. Et c'est ce que me disent les femmes et c'est ce que me disent les médecins et les associations. Nous avons un chemin à accomplir sur le plan de la prévention. Et donc, c'est la raison aussi pour laquelle j'ai choisi de délivrer ce message au début du mois de janvier, à un moment où tout le monde fait des bonnes résolutions. Et je me suis dit, si une des bonnes résolutions que les femmes peuvent prendre en ce début d'année, c'est d'aller faire ce dépistage, j'aurais été utile. Et ce cancer aura été utile à d'autres. Et c'est important pour moi d'être utile. Aujourd'hui, on a plus de 50% des femmes qui ne vont pas faire le dépistage, alors qu'il est gratuit, qu'il est assez simple, qu'il n'est pas douloureux, que ce n'est pas invasif, et que on a un cabinet de radiologie. Je sais qu'il y a des difficultés d'accès aux soins, mais les cabinets de radiologie sont accessibles. On peut prendre rendez-vous 3 mois, 4 mois, 5 mois à l'avance, mais faites ce dépistage, c'est important, parce que s'il y a une détection de cancer, plus le cancer est pris tôt, plus on a de chances de guérir, et c'est l'essentiel. Donc c'est vraiment le message qu'il faut qu'on porte auprès des femmes. Il faut absolument aller vous faire dépister, c'est fondamental. De toute façon, si la maladie est là, elle est là. Ça ne sert à rien, c'est pas en mettant la poussière sous le tapis, en fermant les yeux qu'elle va disparaître. Donc il faut être au courant et pour être prise en charge rapidement. Et donc vraiment, en fait, le dépistage, ça c'était vraiment mon premier message. Puis le deuxième message, c'est de dire que tout ne s'arrête pas à la maladie. Et que quand on est malade, quand on est atteint d'un cancer ou d'une maladie importante, lourde, on a sa place dans la société, on a sa place dans le monde professionnel, et que voilà, on ne se résume pas à cette maladie, et que on peut tenir son rang, on peut mener des combats politiques, des combats professionnels. Et je suis très touchée parce que depuis que j'ai révélé cette maladie, j'ai eu beaucoup de messages de Français, et beaucoup me disent que ça leur donne de la force et que ça leur donne du courage pour traverser les épreuves. Et ça aussi, ça me permet de me dire que j'ai été utile. Et vous voyez, c'est ça, avoir vraiment une connexion entre la femme sur le plan personnel et privé et la femme politique. Si j'arrive à faire en sorte que cette maladie qui m'est tombée dessus puisse être utile à d'autres, bien au moins elle aura servi à quelque chose. Quels ont été les messages des politiques, justement? Est-ce qu'il y a eu des gestes touchants ou autres? Est-ce que vous en avez, par exemple, parlé avec Carla Bruni, qui elle-même a eu à affronter ce type de cancer? Oui, je n'en ai pas parlé avec elle. Pour tout vous dire, j'en avais parlé à Nicolas Sarkozy il y a quelques mois, justement, quand j'avais vu le message de Carla Bruni, ce qui m'avait beaucoup touchée. Je l'avais dit au président Sarkozy, et je lui avais dit, et ça me touche d'autant plus que moi-même, et je crois que c'est un des rares homme politique à qui je l'avais dit, voire le seul. D'accord. Mais parce qu'il y avait ce message de Carla Bruni qui m'avait beaucoup touchée. Et je crois qu'on a collectivement le besoin de lever le tabou sur la maladie et lever le tabou sur le cancer. Et je crois que elle, comme moi, eh bien, on contribue à cela. Et donc, c'est des révélations qui sont des révélations importantes. Quels que soient finalement nos domaines d'activité, eh bien, voilà, on est touché de la même façon. Personne n'est à l'abri. Et on peut chacune, à nos places, continuer à mener nos carrières
quand on le peut, bien sûr. Et donc oui, j'ai reçu des messages de sympathie de la part d'hommes et de femmes politiques. Ce qui est toujours touchant dans ces cas-là, c'est que ces messages viennent de la gauche, de la droite. Ils n'ont pas de couleur politique, ces messages, parce que face à la maladie, on est tous égaux. Oui. Le traitement que vous avez suivi ne vous a pas empêché de travailler. Est-ce que justement le fait de rester en fonction, de travailler, ça a été pour vous une force quelque part, ou une manière de ne pas vous focaliser uniquement sur le combat contre la maladie? Oui, ça aide beaucoup de travailler. C'est aussi pour ça que je crois que le combat pour permettre à tous et toutes de continuer leur activité professionnelle, il est essentiel, parce que au-delà du sentiment que l'on a toujours une place dans la société, c'est aussi le collectif, c'est aussi l'organisation de sa journée. On se morfond pas, on n'est pas tourné vers soi, mais vers les autres. Et donc et puis ça permet de s'oublier un peu, parce que on a un rôle à jouer. Et donc je pense que l'activité professionnelle, elle est vitale. Et ça aussi, beaucoup de femmes m'en parlent. Et on a, je crois, encore des progrès à faire sur l'acceptation dans le milieu professionnel de la maladie, les temps partiels aménagés, etc. Je crois qu'il y a encore beaucoup à faire, mais c'est très important que chacun, quand il le peut, évidemment, puisse continuer à mener une activité professionnelle. Quel traitement vous avez suivi? Est-ce que vous avez connu des moments, parce que ça n'est absolument pas anodin, des moments de découragement? Il y a des hauts, il y a des bas quand on fait face à ce type de maladie. Et puis à nouveau, on se sent très dépendant, impuissant. On maîtrise pas le cours des choses, on maîtrise pas ce qui vous arrive. Et ça, pour moi, évidemment, ça a été très difficile à vivre. Et puis il y a des moments où, en fait, pendant des mois, vous attendez des résultats, ça revient, des analyses, etc. Et donc, à chaque fois, vous replongez dans l'incertitude, vous imaginez à nouveau le pire. Et c'est vrai que moi, j'ai eu une chance immense, parce que à chaque fois, les résultats étaient plutôt bons. Et je pense vraiment beaucoup à celles qui, justement, n'ont pas cette chance. Voilà, on croit, et j'ai des témoignages de femmes qui, voilà, elles croient qu'elles s'en sortent, et puis elles retombent parce que il y a des analyses ou des résultats qui ne sont pas bons. Et donc, c'est vraiment, oui, des montagnes russes émotionnelles qui durent pendant des mois et des mois. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui encore, quand je fais une mammographie, je suis inquiète. La dernière, on a refait une biopsie parce qu'il y avait des trucs qui avaient à nouveau fait des froncements de sourcils à mon médecin. À nouveau, je suis rentrée dans ce cycle où pendant 15 jours, on attend les résultats. Et à nouveau, j'ai eu de la chance. Les résultats c'était parfaitement anodin. Mais voilà, on s'en sort jamais de cette attente et de cette incertitude. Et qu'est-ce qui aide dans ces cas-là? Est-ce que vous avez un petit rituel de la musique, quelque chose qui vous remonte le moral? Alors moi, je suis très musique, effectivement. Oui. Donc j'ai souvent des écouteurs et j'ai quelques musiques qui effectivement me remontent le moral. Toujours du Goldman, ça c'est mon invariant chez moi. Et donc j'écoute beaucoup, des chansons de Goldman qui mettent la pêche. Il changeait la vie, c'est ta chance, des choses, encore un matin, des trucs un peu qui je sais ne parlent pas forcément à tout le monde, mais qui aussi me font dire que mon destin, il m'appartient, que la façon de lutter contre la maladie, ça m'appartient, que c'est il faut trouver en soi les ressources pour surmonter ces événements. Et donc, faut se secouer aussi. Après, c'est mon tempérament et je sais que c'est dur. Il y a des jours où j'arrivais pas à me secouer ou même en me disant très fort, vous êtes abattu et vous êtes abattu toute la journée. C'est pour ça que je vous dis vraiment, c'est des montagnes russes et il faut accepter aussi que ce soit des montagnes russes et qu'il y ait des jours où on va moins bien que d'autres. Il faut pas vouloir tout le temps non plus se dire qu'on est capable de prendre le dessus. Il y a des jours aussi où il faut se laisser aller. Puis il y a des jours où il fait bon, finalement, pleurer toutes les larmes de son corps pour évacuer cette souffrance. Il faut aussi l'accepter, ça. Et c'est peut-être ça que j'ai aussi appris. Accepter à lâcher prise et accepter la douleur et la tristesse quand elle vient et quand elle vous submerge. Il faut peut-être vous laisser submerger pour pouvoir redémarrer derrière. Vous avez une grand-mère et une mère qui ont eu des histoires très très dures.
que vous pouvez nous rappeler peut-être en quelques mots et qui vous ont transmis des valeurs, comme ne pas se laisser envahir, ne pas se plaindre. Ça vous a aidé dans cette épreuve? Rappelez-nous déjà leur parcours. Ma grand-mère, elle a été une jeune adolescente dans l'Allemagne hitlérienne, juive, et donc elle a fui l'Allemagne adolescente avec une valise à la main, et elle n'est jamais retournée vivre en Allemagne. Et puis ma mère était orpheline et a été une enfant battue, et donc a été élevée en partie par les services sociaux. Et c'est vrai que les femmes de ma famille m'ont élevée avec beaucoup de douceur, beaucoup d'amour, mais aussi avec de la dureté, avec de la force. Et elles m'ont appris effectivement à ne pas se laisser envahir et à toujours prendre le dessus, et aussi à me dire toujours qu'il y avait pire que soi, qu'il y avait pire situation, et que en fait, je me dis toujours ça quand j'ai beaucoup de chance. Et je me dis aussi que j'ai eu beaucoup de chance avec cette maladie. Et donc, j'arrive toujours à reprendre le dessus. Mais à nouveau, ma situation est évidemment pas la pire face à ce type de maladie. Et donc, et c'était un peu la crainte d'ailleurs quand j'ai fait ces révélations. En fait, il y avait une chose qui était au-dessus de la pile, je voulais pas qu'on me plaigne. Oui. Vraiment, parce que c'est pas mon tempérament. Et donc, je l'ai pas fait pour qu'on se dise, oh là là, la pauvre. Mais vraiment pas. C'était pour que ça soit utile. Et faire tomber un tabou. Faire tomber un tabou et montrer que chacun a sa place dans la société avec, quel que soit son handicap, quelle que soit sa maladie, et que la société doit faire une place à chacun. C'est ça le message principal. Est-ce que ça a changé votre rapport au temps et peut-être votre peur de vieillir ? En fait, je considère, moi, j'ai pas peur de vieillir. Je considère que c'est une chance immense de vieillir. Donc, en fait, oui, ça change votre rapport au temps, parce que quand on a une maladie avec une issue qui peut être fatale, eh bien, vous vous dites que chaque jour, chaque minute, chaque heure, eh bien, c'est quelque chose, c'est aussi du plus, en fait. Et vous vous rendez compte de vos propre finitude, en fait. Vous savez intimement que tout peut s'arrêter. Et donc, quand vous avez cette conscience-là, bien, vous vivez encore plus fort, encore plus haut. Et c'est, en fait, moi qui ai déjà pas mal d'énergie, ça l'a encore décuplé. D'accord. Et le rôle de votre mari, alors, les hommes dans tout ça? Les hommes dans tout ça. Mon mari, comme mes enfants, a été très présent, très aidant. Et c'est essentiel. C'est pas des combats que vous gagnez seul. Là aussi, vous voyez, j'ai eu de la chance. J'ai eu de la chance de l'avoir à mes côtés, et de ce qui m'a permis aussi d'être complètement concentrée sur cette lutte contre la maladie, mais aussi sur ma campagne électorale, et sur toutes mes aventures politiques. Et puis, il peut, dans ces cas-là, prendre plus de place par rapport aux enfants, etc. Donc, c'est compenser un peu les choses. Donc, c'est extrêmement précieux. On est une équipe. Et votre rapport au corps a changé? Vous avez eu peur de certaines transformations? Comment vous avez appréhendé tout ça? C'est vrai que c'est pas évident. En plus, moi, je suis assez... j'aime nager, par exemple, et pendant des mois, je n'ai pas pu nager parce que vous avez une cicatrice qui est douloureuse lors de certains mouvements. Donc, après, vous grossissez aussi. Ça, c'est les effets magiques du tamoxifène qui sont pas... toutes les femmes le décrivent dans leur... Donc ça n'est pas facile. Donc faut reprendre le dessus et redoubler d'efforts et de vigilance. Et c'est ce que je fais. Mais après, voilà, c'est peut-être que vous prenez plus soin de votre corps après une telle révélation et un tel passage. Et après de telles émotions, de telles épreuves, est-ce que quand la dissolution arrive, vous vous dites pas, finalement, je vais m'occuper de moi? Absolument pas. Il n'y a pas eu d'hésitation? Non, il n'y a pas d'hésitation, en tout cas, certainement pas là-dessus. Moi, je peux pas être centrée sur moi. C'est pas du tout, c'est pas moi, c'est pas la façon dont je vis. Moi, j'ai besoin d'être tournée vers les autres. Et vous voyez, c'est pour ça que là, pouvoir délivrer ce message de prévention, délivrer ce message de force, ça donne un sens, en fait, à tout ça. Et donc, je pense que ce sens, moi, j'ai besoin de sens. Et donc, voilà.
Là, il y a une raison qui est assez naturelle finalement à tout cela, et donc je trouve ça plutôt bien, et j'espère que je pourrai de jour en jour, de mois en mois, en faire quelque chose d'encore plus utile vis-à-vis pour toutes les femmes. Merci. Merci à vous. Le jour où ma vie a basculé est un podcast de Gala. Merci de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à laisser un commentaire, et quant à moi, je vous retrouve très prochainement pour un nouvel épisode.